Disputer une épreuve Ironman réclame de l'organisation. Préparation, entraînement, récupération, vie familiale, les sujets à prendre en compte sont nombreux. Parvenir à les associer représente déjà une première victoire pour celle ou celui qui depuis plusieurs mois a choisi son objectif. Courir un Ironman, c'est chronophage, mais c'est riche d'enseignements sur soi, sur les autres, et c'est surtout un défi qu'il faut aborder sérieusement jusqu'au coup de canon libérateur. Pour autant, il est crucial de se souvenir qu'il s'agit d'un loisir pour l'immense majorité des engagés. La course est suffisamment ardue pour ne pas y ajouter un stress surdimensionné. Les organisateurs le savent et c'est pour cela qu'il est important de signifier qu'il s'agit d'une fête sportive avant toute autre chose. Bienvenue à Lanzarote, Guy et Merlin. Lanzarote, comment définiriez-vous cette épreuve ? C'est une épreuve très très difficile. Lanzarote est une île volcanique qui ressemble beaucoup à Hawaï, avec une course en début de saison. Donc le début de saison, c'est plutôt délicat à gérer, même pour un athlète amateur. Ça veut dire se préparer durant l'hiver. Ça veut dire déjà penser fortement à l'épreuve dès les fêtes de fin d'année. Et là, tous ces engagés, en l'occurrence, un peu plus de 1800 à la faveur de ce 25e anniversaire, parce qu'il s'agit de la 25e édition, vont disputer une épreuve qui est sur format Ironman, c'est-à-dire 3 km 8 de natation, 180 et un peu plus à vélo, un marathon pour terminer, sans oublier le vent et la chaleur. Surtout le vent et la chaleur, c'est-à-dire c'est un endroit où il faut accepter d'endurer des conditions de course qui souvent sont très très difficiles. Donc au-delà de la distance, c'est vraiment les conditions de course qui nécessitent une adaptation et beaucoup d'humilité tout au long de l'épreuve car elle est difficile jusqu'au bout. Et pourtant, je dirais la plupart des pros et l'immense majorité des amateurs veulent un jour participer à cette épreuve. Est-ce que c'est pas, je dirais, un petit peu paradoxal ? Historiquement, Lanzarote est quand même une épreuve qui fait partie du calendrier mondial. Elle fait rêver, l'endroit est magnifique. L'organisation au Club La Santa est formidable, donc c'est normal que tous les athlètes souhaitent un jour y prendre part. Samedi matin, 5h, on s'est réveillé bien plus tôt, on a pris le petit-déj tant qu'à faire 3 heures justement avant de prendre le départ. Et parmi les concurrents inscrits sur cette épreuve, c'est un petit peu une surprise, on ne l'attendait pas. Jan Frodeno, qui n'est autre que le champion du monde Ironman, champion du monde Alpha Ironman, qui a décidé de retarder un petit peu sa participation sur le circuit. Il avait prévu de courir en Afrique du Sud, mais une blessure au cours de l'hiver, difficile dans sa préparation, comme vous le précisiez tout à l'heure, l'amène donc à revoir ses plans et à revisiter son planning. Il est donc inscrit ici parmi les engagés à cette épreuve qui lui tient à cœur parce que mine de rien, on présente souvent Lanzarote comme le Hawaï européen et pour lui qui est le tenant du titre à Hawaï, c'est important de se frotter à des conditions qui s'approchent, en l'occurrence des conditions qu'il va trouver plus tard, et puis de se frotter, c'est ce qu'il dit aussi, aux différents athlètes présents ici, car il y a une densité suffisamment importante pour qu'il soit un petit peu amené à proposer des efforts ou tout du moins des performances proches de celles qu'il est normalement amené à produire dans les épreuves phares et notamment à Hawaï un peu plus tard dans la saison. Mais Frodeno nous dit tout simplement que il a peur de 2 choses ici, son état de forme qui est peut-être pas tout à fait optimal et puis bien sûr des conditions de course et il insiste lourdement, je dirais presque, sur le vent qui est présent en permanence sur ce parcours qui va avoir son importance, peut-être pas en natation, même si, mais surtout son importance à vélo parce que sur les premiers 90 km du parcours, vous allez être particulièrement sollicité par le vent omniprésent et ensuite la deuxième partie du parcours cycliste va avoir aussi à souffrir de ce vent que l'on n'aura pas de face mais de biais, de travers, sans oublier les derniers kilomètres à pied, c'est-à-dire le marathon, où là, non seulement le vent, mais la chaleur auront leur importance pour justement gérer la nature de l'effort à produire. Il ne s'attend pas à monter sur la plus haute marche du podium. Ici, nous dit Jan Frodeno, compte tenu encore une fois de son état de forme, après sa blessure enregistrée quelques mois plus tôt, mais il aimerait bien performer. C'est très compliqué de se remettre à la tâche après une victoire à Hawaï. Tout le monde le sait, les sollicitations sont nombreuses. Pour Jan Frodeno, ça a été vraiment le cas. Il a été élu meilleur sportif allemand de l'année.
Il a cumulé pas mal de réceptions, pas mal de travail avec ses sponsors, donc je pense que ça a dû être très délicat pour lui de se remettre à la tâche, et par-dessus tout, il a une blessure qui est venue un peu contrarier son plan de marche. C'est vraiment pas évident dans ce cas de figure. Il faut bien se connaître, c'est très important quand on est effectivement athlète d'une part, mais athlète de haut niveau. Le moindre détail a son importance, et si là Frodeno décide de faire sa rentrée, c'est qu'il estime qu'il est prêt pour disputer cette épreuve. Il n'empêche qu'il l'a dit un peu plus tôt, il n'est peut-être pas aussi bien préparé que la plupart des concurrents qui seront les siens, notamment Timo Bracht, David McNamee, l'Écossais qu'il faut surveiller, Jesse Thomas, l'Américain, lui aussi nouveau venu, Chris Bird, il y a Ivan Rania, un ancien entre guillemets, Stéphane Bellis, le résident de Lanzarote. Ça c'est pour le champ d'athlètes côté messieurs, et côté dames parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais là aussi il y a du beau monde. Alors il y aura Diana Reisler qui s'est imposée ici même l'an passé. Il y a la Belge Alexandra Tondeur qu'on apprend à découvrir et qui se met de plus en plus à performer sur très long format. Saleta Castro, l'Espagnol qui vit aussi à Lanzarote. Et puis des jeunes venus, alors jeunes par manque d'expérience ou jeunes par, en l'occurrence, leur jeune âge, Lucie Charles, 22 ans seulement, ou encore Tine Holst. Donc autant dire que parmi les 1800 inscrits ici à Lanzarote pour ce 25e anniversaire, on va avoir de quoi se régaler. Il va y avoir sans doute une belle bagarre parmi tout ce monde. Je pense qu'il va y avoir une très très belle bagarre avec deux types d'athlètes. Les anciens ITU, comme on pourrait les appeler, avec bien sûr Jan Frodeno, le champion olympique, et également Ivan Rana. Donc c'est deux athlètes qui vont nager très certainement très vite et qui vont essayer peut-être de prendre un peu le large en natation. Mais on ne sait pas trop comment ça va se passer. Alors, on est parti, 7h du matin, dans cette eau qui est assez, je dirais, claire, limpide. C'est au moins l'intérêt de cette natation longue de 3800 mètres, c'est qu'on a une visibilité assez confortable. Ça ajoute, je dirais, au plaisir qu'on peut effectivement tirer de cette partie natation lorsqu'on est athlète amateur. Pour ce qui concerne les pros, on n'est pas tout à fait attentif aux mêmes choses. Et dès le départ, il y a un Jan Frodeno qui imprime un rythme très soutenu et une jeune athlète, Lucie Charles, dont je parlais tout à l'heure, 22 ans seulement, issue de la natation et qui est devant tout ce petit monde et qui se mêle aux premiers nageurs messieurs. C'est relativement peu fréquent quand même. C'est peu fréquent, mais régulièrement quand même on voit des nageuses être un peu sur l'avant de la course. En effet, c'est dans ce sport quelque chose de très particulier, mais en toute honnêteté, c'est pas si étonnant que ça, et elles arrivent à faire jeu égal sur ce parcours natation. Maintenant, est-ce que ça va durer les 3800 mètres ? Ça, ce n'est pas certain. Alors, justement, ces 3800 mètres, lorsqu'on a ensuite 180 km et un peu plus de vélo à parcourir, dont 2550 mètres de dénivelé positif, un marathon à suivre, comment on aborde, quand on est athlète amateur, ces 3800 mètres, et comment on aborde ces 3800 mètres lorsqu'on est pro ? Alors, chez les amateurs, sur une course comme Lanzarote qui est vraiment difficile en vélo et en course à pied, mais notamment en vélo, à vrai dire, on n'est pas à 2-3 minutes près. C'est pas la partie la plus importante de la journée. Néanmoins, il ne faut pas passer trop de temps dans l'eau pour ne pas perdre également trop d'énergie. Mais on va dire que cette partie-là va revêtir beaucoup moins d'importance que la suite. Chez les professionnels, la tactique vient jouer un peu dans la manière de gérer cette natation-là. Et les bons nageurs vont souvent essayer de se regrouper, même s'ils n'ont pas le droit de rouler ensemble en vélo, mais ils vont essayer un peu de creuser l'écart pour prendre un peu les devants et obliger le groupe qui est à l'arrière de faire l'effort dès le départ vélo et bien sûr d'user un peu les forces. Donc tactiquement c'est important pour les professionnels de sortir le mieux possible de l'eau et si possible au contact des leaders. Joli décor, l'île de Lanzarote en l'occurrence, située à une centaine de kilomètres au large des côtes marocaines, territoire espagnol. Lanzarote qui depuis maintenant très longtemps effectivement organise des épreuves et surtout permet à, je dirais, toutes sortes de sportifs, qu'il s'agisse de coureurs, de cyclistes, de surfeurs, on va le découvrir un peu plus tard, de bénéficier de conditions météo très favorables pendant une période hivernale. Donc on n'est pas non plus rare à voir sur place des athlètes venir se préparer, venir bénéficier en quelque sorte de la douceur des îles Canaries. Non, c'est certain. Il y a beaucoup de sportifs sur place. C'est une destination allemande bien connue.
C'est une île qui est vraiment orientée vers le sport, hein, et qui permet de bien se préparer. Les professionnels, ils sont très souvent, Jan Frodeno y est très régulièrement. On a vu passer Jan Frodeno, Jakob Carstensen. Ces deux-là culminent à plus de 1m90, 1m94 pour Frodeno, 1m96 pour Carstensen, Bellis, Rania, McNamee. Et le bonnet rouge qu'on a vu passer à l'instant, c'est le bonnet de Lucy Charles, qui est 7e au classement, toutes catégories confondues. Donc avec les messieurs, on a vu passer Tania Slater et maintenant c'est Saleta Castro, la jeune espagnole dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un tout petit peu en retrait. Des écarts qui commencent à être significatifs. Lucy Charles, encore une fois, 22 ans seulement, qui vient de la natation. Elle est spécialiste des longues distances en eau libre. 5 km, 2 km, 10 km. Elle a des médailles à foison. Elle est passée au triathlon il y a 2 ans seulement. Donc là, il n'est pas surprenant de la trouver avec les meilleurs messieurs. Non, c'est sûr, c'est sûr. Avec tout l'entraînement qu'elle a en natation, avec le passif qu'elle a en natation, c'est pas du tout étonnant. Maintenant, on a pu constater qu'à la sortie là, Frodeno est un peu irrité. Tout le monde a décidé de calquer sa course sur lui. C'est tout à fait normal et légitime. C'est le champion du monde en titre et ça semblait pas trop lui faire plaisir. Donc je pense que la natation va un peu s'accélérer ou qu'il va y avoir un peu d'explication dans l'eau. Parce que c'est vrai que Jan Frodeno, il est lui aussi particulièrement à l'aise en natation, même s'il est très fort à vélo, même s'il est fort en course à pied, mais il a, comme vous le disiez, un passif natation qui lui permet de se situer aux avant-postes de manière très régulière. Oui, je pense que vraiment cette partie natation est relativement facile pour lui. Le rythme est quand même moins élevé qu'en ITU. Néanmoins, la tactique vient encore une fois jouer son va-tout et les conditions de course en combinaison avec la mer, avec cette longueur de 3800 mètres peut réserver certaines surprises. Superbes images là offertes par les équipes, les cadreurs de Marc Bennett qui nous proposent ces plans sous-marins, 1800 et un peu plus de personnes inscrites sur ce triathlon. Et là, à la faveur de cette deuxième boucle, parce qu'il y a 2 boucles à réaliser pour couvrir les 3800 mètres au total, les pros ont dépassé les amateurs les moins rapides, on va dire. Et Frodeno le premier avec à son épaule droite Jakob Carstensen. Les 2 grands gaillards sortent de l'eau de concert. 46-53 pour ces deux-là. Une poignée de secondes d'avance sur un Stéphane Bellis. 46-57 à l'écran avec le bonnet bleu. Et ensuite, on va trouver Ackermann, Lopez Dia, McNamee, Ivan Rania en un peu plus de 47 minutes. Il va y avoir une rupture un peu plus, je dirais, substantielle avec le deuxième groupe. Donc ça y est, ce paquet-là s'est détaché. Ce paquet-là est le paquet, on va dire, de 2 leaders. On peut considérer que le pack à l'arrière est un peu piégé avec plus de 3 minutes de retard. Il va quand même falloir faire l'effort pour revenir sur eux et le trou est fait, comme on pourrait dire. Alors le trou est fait, les concurrents sortis en même temps que Jan Frodeno ont pris déjà le départ de la partie cycliste. Et Jan Frodeno, lui, il est toujours en train de bricoler. Ah, puis il n'est pas content de le faire. Et quand une journée commence comme ça, c'est difficile pour la suite. Hein. Il a un problème de visière, de fixation de visière sur son casque aérodynamique. Et il perd beaucoup de temps, il s'évertue ou il essaie de la fixer. Est-ce qu'il a intérêt à continuer à perdre du temps et de l'énergie pour essayer de la fixer ou est-ce qu'il n'aurait pas intérêt tout simplement à prendre le départ? Disons qu'il est dans le jus, donc c'est un peu difficile pour lui. Mais il devrait enlever ce visière et partir parce que ce n'est pas si facile après de revenir de nouveau sur la tête de course. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'énervement, de stress qui font perdre de l'énergie. Enfin, il ne se présente pas au mieux au départ du vélo, ça c'est une certitude. On a vu sortir Diane Reisler, la vainqueur, la tenante du titre, qui est sortie de l'eau en 56-51. Frodeno est sorti en 46-53. Ça veut dire que là, il a perdu 10 minutes en l'occurrence pour essayer de mettre sa visière. C'est de la folie. C'est assez étonnant. C'est des choses qui arrivent. Hein. Ça peut paraître étonnant pour un athlète de ce gabarit-là, mais ça arrive. Hein. C'est un problème technique tout simplement, mais il aurait dû avoir peut-être la lucidité d'enlever cette visière et de poursuivre tranquillement son chemin. Allez, on a fait ces petites emplettes, on a préparé ces petites affaires la veille qu'on a déplacées, posées ici sous la tente et on effectue le changement. Les temps natation dont je vous parlais tout à l'heure, 46-53 pour les 2 premiers.
les faibles écarts en l'occurrence avec Ivan Rania. Et chez ces dames, regardez l'écart, hein, Lucy Charles 47-12, elle a mis déjà 7 minutes et un peu plus, 7 minutes 30 à Slater. C'est énorme. C'est énorme, c'est un gros trou. Elle va rester en tête de course pendant un bon moment, très certainement. Gros plan sur cet homme, Stuart Mills. Il a la particularité d'avoir participé à la première épreuve, c'est-à-dire il y a 25 ans. Donc il nous rappelle un tout petit peu les conditions qui étaient les siennes à cette époque-là, la manière dont le parcours était tracé. Rien à voir bien sûr avec le traçage actuel. Il partait de la Santa, il faisait effectivement un parcours cycliste bien différent. Mais c'est pour ce témoignage a au moins un intérêt majeur, c'est qu'il nous permet de vérifier que dans cette discipline, il y a eu des efforts considérables qui ont été faits, notamment en matière d'organisation, compte tenu de la densité d'athlètes qui s'inscrivent chaque année de manière, je dirais, supplémentaire. Le triathlon et le triathlon longue distance, Guy, prennent tout d'un coup une ampleur incroyable. C'est dû à quoi ça ? C'est dû certainement à la notion de défi, c'est dû à la qualité des organisations, c'est dû à la destination aux destinations, et bien sûr il y a toujours ce Graal et ce point de mire qu'est Kona et Hawaï, qui restera à tout jamais la légende et qui attire les gens vers ce sport. On voit des images, on voit des courses comme celle de Lanzarote depuis 25 ans. En règle générale, on voit une épreuve comme ça, si on est un peu sportif, si on aime les défis, elle nous attire et on n'y prend pas, tout simplement. Ils étaient 130 au départ de la première édition, je vous le disais tout à l'heure, ils sont un peu plus de 1850 à disputer cette 25e édition. Lanzarote n'est peut-être pas la course la plus dense sur le plan de la participation, parce qu'on trouve notamment à Nice 2500 inscrits et parfois davantage. Deux, je dirais, handicaps majeurs, la distance qui sépare Lanzarote des capitales européennes, et puis surtout la difficulté du parcours. Oui, et également la date. Vraiment, j'en ai parlé tout à l'heure, vraiment la date, si tôt dans la saison, c'est vraiment compliqué. Moi, je le vois avec mes athlètes, c'est vraiment le point sur lequel j'insiste. Quand quelqu'un veut préparer Lanzarote, je lui demande s'il est prêt à passer un hiver à s'entraîner. Donc, c'est pas toujours évident en France, suivant où on se situe. Il faut être prêt à aller faire quelques stages en début de saison, d'aller même à Lanzarote faire un stage pour justement pouvoir préparer une course de cet acabit aussitôt. Allez, c'est parti pour ce parcours vélo dont on vous parle depuis de longues minutes. Vous l'avez remarqué, la végétation est quand même assez rare, pour pas dire inexistante. Et ça va être comme ça pendant un bon moment, avec un profil, je dirais, qu'on pourrait couper ou diviser en deux, qu'on pourrait proposer de la manière suivante, c'est-à-dire faussement facile dès les premiers kilomètres, direction l'autre côte, c'est-à-dire la côte ouest, faire un petit peu de tourisme, on va voir El Golfo, le village de pêcheurs, on va se dire mais finalement c'est pas si compliqué que ça, et après ça va devenir tout simplement l'enfer. Et Lucy Charles, 22 ans seulement, qui participe ici à cette épreuve de Lanzarote, elle insiste effectivement sur le fait qu'il faut venir avec, comment dit-on, une conviction particulièrement déterminée pour participer à une telle épreuve. Elle a la conviction de ne pas être tout à fait encore capable de s'imposer sur ce style de distance, parce que son expérience, je vous le disais, est assez récente. Elle est passée au triathlon en 2013 après, on va dire, 15 années de natation. Mais en l'occurrence, elle est consciente de ses capacités en natation et en course à pied. Elle s'attend à vivre un petit peu des difficultés, et pour pas dire l'enfer, sur le parcours cycliste. Elle a pris la décision de venir s'installer ici 15 jours, 3 semaines avant la course, justement, pour repérer le parcours. Et dès les premiers kilomètres, lors de sa préparation, elle a vraiment eu la confirmation que ça allait être une drôle de journée en perspective. C'est sage de sa part d'être venue justement 15 jours avant. C'est sage, déjà elle est courageuse de venir sur cette course-là avec si peu d'expérience. Donc ça dénote déjà un bon caractère et quelqu'un qui veut rapidement progresser. Après, arriver 15 jours avant, bien sûr, c'est très important. Bon, rester aux endroits où il y a le plus d'athlètes, peut-être pas à cause du stress et de la montée un peu de tout ça, mais sinon d'être sur le lieu de course pour pouvoir s'acclimater, pour pouvoir vraiment se rentrer dans sa bulle et être sur l'événement.
temps est une bonne chose. Alors elle n'est pas complètement nulle en termes de performance, Lucie Charles, pour ce qui concerne le triathlon, parce que avant de passer professionnelle, ce qui est quand même très neuf, très récent, elle a quand même gagné Hawaï dans la catégorie des 18-24 l'année dernière. Elle a quand même gagné les championnats du monde half distance Ironman 18-24. Elle a gagné en l'occurrence l'Ironman UK 18-24. Et elle a gagné le distance olympique de Londres dans la même catégorie. Donc elle n'est pas complètement démunie. Non, c'est sûr. Et UK qui est également très difficile en vélo. Donc possède quand même déjà une belle expérience des courses, mais après de faire la course au niveau professionnel, c'est un peu différent. Il y a beaucoup de stratégie, beaucoup de tactique, et ça doit être assez nouveau pour elle. C'est parti donc pour ces 180 km, pour l'instant emmené par cet homme, David McNamee, jeune athlète écossais, qui lui apprend aussi à découvrir la distance, ce format. Il est passé sur le format Ironman l'an dernier tout simplement. On l'avait croisé à Aix il n'y a pas si longtemps, où il avait pris une 4e place dans des conditions un peu particulières parce que Aix avait été transformé en duathlon. Et puis à surveiller aussi avec sa drôle de machine, Jesse Thomas, jeune venu lui aussi sur distance Ironman. Pas tout à fait la même expérience qu'un Timo Brasch ou encore Jan Frodeno qui lui doit évacuer le stress accumulé pendant la transition précédente. Oui, il semble pas au mieux, mine de rien, quand on voit il est un peu soucieux. L'américain Thomas qui est en ce moment avec Timo Brasch, c'est une très très bonne chose. Timo, c'est quelqu'un qui est très habitué à ce parcours de Lanzarote, qui fait beaucoup de stages. C'est pas un mauvais poisson pilote, donc c'est pas une mauvaise tactique pour lui. Le voici, David McNamee. Et en fait, lui, il exprime de manière très ouverte, je dirais directe, que son attirance pour la distance Ironman se résume au simple plaisir de souffrir. C'est-à-dire qu'il est juste là pour alors on va pas dire le mot, mais pour en vivre un rond de chapeau, comme diraient les uns et les autres. Et c'est dans cette espèce de difficulté, dans cette espèce de souffrance, qu'il trouve la plénitude et les moyens de s'exprimer. Il ne doit pas être le seul. Tant mieux, il vaut mieux. Pour être professionnel dans ce sport-là, il vaut mieux ne pas avoir peur déjà de souffrir. Et après, si on aime encore souffrir, c'est encore mieux. Mais oui, en effet, c'est assez nouveau de l'entendre si brutalement de la bouche d'un athlète. Mais je pense qu'il vaut mieux, en effet. Et il a eu l'occasion de courir sur des circuits ou du moins des courses de profil similaire. Il a cité la Grande-Bretagne dont on a parlé nous aussi un peu plus tôt. Donc j'ai l'impression que plus c'est compliqué et plus il est heureux d'y aller. Et surtout, il a dû avoir les conseils et les consignes de Romain Guillaume, donc un Français qui a gagné la course en 2014 et qui fait partie du même team. Donc je pense qu'il a eu quelques petits conseils bien utiles. Et Romain qui devait participer à cette épreuve et qui finalement n'a pas pu défendre en l'occurrence, ou du moins s'aligner avec les autres pros, pour lui aussi un problème de blessure qui a fait sa rentrée un tout petit peu plus tard. Là on a fini les choses un tout petit peu sympathiques, on a fini le tourisme et on va traverser tout simplement le désert de Timanfaya, c'est-à-dire un long faux plat sur 8000 km avec la chaleur et le vent dans le nez. C'est terrible, c'est le passage de la course le plus difficile. Psychologiquement, on a quand même déjà beaucoup de fatigue qui s'est engagée. Et là, vraiment, on voit ce qu'est Lanzarote, on côtoie la difficulté de Lanzarote. Île volcanique, vous l'aurez remarqué, avec quelques petites surprises de ci, de là, des chameaux, un peu de vignes, quelques plantations. Mais il faut vraiment les chercher du regard pour voir les quelques spécificités de cette île des Canaries. Pour ce qui concerne les pros, eux, ils ne voient que la roue avant, en l'occurrence, de leur machine. Pour ce qui concerne les amateurs, il est important, je pense, Guy, de dire que ne pas oublier de regarder autour de soi peut être aussi une manière de rompre avec une forme de lassitude. Ah oui, il faut réussir à s'évader un peu l'esprit, entre guillemets, trouver de temps en temps un camarade à qui on échange un sourire ou quelques paroles. Également pouvoir un peu observer ce qui se passe autour, rien pour un peu sortir de l'effort et prendre du plaisir.
parce que ça reste quand même une belle partie de manivelle et le plaisir est vraiment important. 17 heures, c'est la durée totale autorisée pour couvrir la distance, comme dans la plupart ou sur la plupart des distances Ironman et du circuit Ironman notamment, peut-être à l'exception de Nice, je crois que c'est sur une durée de 16 heures il me semble, enfin peu importe. Ceux-là vont bien en profiter et il va falloir effectivement être solide dans sa tête, il va falloir être surtout conscient que l'alimentation et l'hydratation vont jouer des rôles considérables dans la progression de chacun. Déjà sur ce type de distance c'est une certitude, mais encore plus sur une course comme celle de Lanzarote. Avec cette chaleur, ce vent, on n'est vraiment jamais à l'abri. On voit ici Jan Frodeno qui s'hydrate. En règle générale, un athlète va s'hydrater toutes les 8-10 minutes. Donc c'est vraiment assez chronophage, mais c'est vraiment nécessaire pour toujours s'assurer d'avoir le maximum d'hydratation. Là on est au nord-ouest, en l'occurrence de l'île. On a atteint le village de Famara, célèbre pour ses dunes et surtout ses conditions de glisse fabuleuses. Les surfeurs, les kitesurfers sont là, c'est en l'occurrence le petit Hawaï européen. Mais pour ce qui concerne les cyclistes, c'est une autre chose parce que le vent est très présent et le vent est de travers légèrement, de manière à ce que après les 70 premiers kilomètres et avant d'attaquer la difficulté, c'est-à-dire Mirador del Aria, vous preniez une petite gifle histoire de vous rappeler au bon souvenir de l'île. Exactement. Alors on a vu Frodeno et Rana qui discutaient un peu. Je pense qu'ils sont bien contents de se retrouver et en même temps ils vont certainement faire cause commune pendant une petite partie de la course. Teguise, on arrive à Teguise, mi-parcours, on avait passé Johan Ackermann, athlète allemand, 7e à Roth l'an passé. 10e de l'Ironman d'Arizona en 2013. On a vu derrière McNamee à 1 petite minute, Ivan Rania à 2 minutes, Frodeno, Timo Bracht, Jesse Thomas. Le voici, Jesse Thomas, avec sa drôle de machine et son casque qui est pas tout à fait à sa taille. Mais ne vous fiez pas à ce style de détail extérieur. Ce gars-là a remporté l'Ironman du Pays de Galles l'an passé. Du monde, il y a toujours du monde ici à Lanzarote. Le public est habitué, les touristes sont présents et viennent justement soutenir en permanence les athlètes qui en ont bien besoin. Tine Holst qui dépasse Caleta Castro, l'Espagnol. Tine Holst qui est une jeune athlète sur le plan de l'expérience, mais qui s'est mise au triathlon à l'âge de 30 ans. Et Tine Holst, qui n'a pour l'instant aucune victoire sur cette distance à son palmarès, elle a bien l'intention, après une 9e place à Francfort, une 4e place au Pays de Galles et une 2e place à Vichy l'an passé, de monter enfin sur la plus haute marche du podium. Elle est sortie de l'eau un tout petit peu tard par rapport aux autres athlètes. Elle est sortie en 1h, 1 minute 15, tandis que Lucie Charles est sortie en 47-11, c'est-à-dire qu'elle a pris quand même 14 minutes dans la vue. Mais à la voir là, et son attitude ne trompe pas, elle a décidé d'être assez agressive. Elle a une très belle attitude sur le vélo, une grande efficacité. Elle peut combler ce petit gap de 14 minutes. Elle semble vraiment très efficace. Allez, on relance, on s'étire un tout petit peu. L'accueil dont je vous parlais dans ce village, en l'occurrence de Maison Blanche, avec ses décors, ses fleurs partout. C'est une île très joyeuse, très agréable. Le reste du temps, quand vous êtes sur le vélo et que vous savez que vous en avez pour 5 heures ou presque, un peu moins pour les meilleurs et près de 8 heures pour les autres, elle n'a pas tout à fait le même profil. Heureusement, l'ambiance est très bonne et tous ces bénévoles et tout ce public qui encourage les athlètes facilitent un peu la tâche. Jesse Thomas, lui qui présente l'épreuve comme une brutal course, c'est-à-dire une course infernale, c'est-à-dire quelque chose qui effectivement ne peut pas vous laisser sans cicatrice en quelque sorte. Il est d'accord pour dire que c'est sans doute la course ou l'Ironman le plus difficile qui existe sur le circuit. Après, chacun trouvera des raisons supplémentaires pour dire que finalement non, c'est pas celle-ci, mais c'est telle autre qui est difficile. Mais en tout cas, après sa victoire sur l'Ironman du Pays de Galles, il se sent le droit de tenter sa chance ici, parce que sur certaines épreuves, on y va de manière un petit peu naïve en se disant qu'elles vont bien vous amener à préparer l'objectif majeur de la saison qui pour la plupart de ces athlètes, en l'occurrence Hawaï. Sur Lanzarote, on n'y va pas de manière complètement inconsidérée. On y va en sachant, comme vous le disiez, qu'il faut être prêt
très tôt dans la saison, que de toute façon, par rapport à la préparation, on va encore être surpris parce que les conditions de course sont terribles et qu'on va trouver de surcroît une concurrence assez féroce en général et surtout des gens qui sont déjà venus à plusieurs reprises, donc ils connaissent les arcanes du coin. Oui, très étonnant pour Thomas de venir sur cette épreuve. Un Américain à Lanzarote, c'est pas commun. Mais encore une fois, c'est très courageux. C'est son deuxième Ironman seulement. Donc venir à Lanzarote et vouloir se confronter aux meilleurs, c'est vraiment très très bien et c'est une bonne démarche. Jesse Thomas, qui lui est sorti de l'eau, Jesse Thomas, en combien son temps 50-55, donc il est sorti à 4 minutes de Jan Frodeno. 4 minutes qu'il est en train apparemment de combler puisqu'il revient déjà sur Ivan Rania qui lui était membre du groupe de tête à la sortie de l'eau. Donc il a presque comblé les 4 minutes. Peut-être aussi que Ivan Rania ne se sent pas tout à fait à l'aise à ce stade de la course, même s'il a pris la mesure de l'épreuve avec l'expérience qui est la sienne et surtout le fait qu'il habite ici de manière régulière. Et là on arrive, j'irais presque au demi-tour de la course. On a passé Mirador del Aria et le vent avec les éoliennes qu'on a aperçues tout à l'heure. Et on est à hauteur de Mirador del Rio, deuxième boss de ce parcours. Et après les difficultés, les kilomètres, en l'occurrence face au vent, on va se retrouver dans une partie, certes avec le vent dans le dos, mais qui va descendre de manière radicale. Oui, et c'est maintenant que les hommes forts vont se révéler, c'est-à-dire que les organismes ont été mis à rude épreuve. Jusqu'à la mi-course, beaucoup de personnes sont assez du même niveau. Enfin, je veux dire, les écarts ne sont pas énormes, mais on va voir qu'à partir de maintenant, de la mi-course, c'est vraiment les hommes forts qui vont se mettre en tête de course, et la course va réellement, vraiment commencer maintenant. Lui, il a mis 25 ans avant de prendre sa décision, donc il a pris le temps de réfléchir quand même. Il a le souvenir surtout qu'à l'âge de 15 ans, il était bénévole parmi la kyrielle de bénévoles ici à Lanzarote, donc lors de la première édition. Et donc 25 ans après, il s'est dit pourquoi je ne tenterai pas ma chance. Alors il insiste sur le fait que pour préparer une telle épreuve, ce sont des heures et des heures, ce sont effectivement des sorties, que la vie familiale en a pâti un petit peu, donc ça n'a pas dû être très simple pour lui, mais au moins il exprime ce que tous les autres effectivement ont vécu pendant leur préparation, c'est-à-dire que la difficulté principale avant d'aller courir, c'est de préparer une telle épreuve. Oui, la préparation est longue, c'est un projet familial, tout le monde doit y adhérer, sinon c'est assez compliqué. Il ne faut pas s'entraîner énormément non plus, mais il faut pouvoir dégager 10-12 heures par semaine pour l'entraînement et pouvoir à côté garder une vie sociale, garder une vie professionnelle équilibrée. Donc c'est pas toujours évident. Donc en effet, parfois on met un peu plus de temps à prendre la décision et il faut qu'elle soit mûrement réfléchie, mais après ça se prépare quand même très bien et on arrive à aller au bout de cette épreuve sans trop de dommages. Lanzarote avec ses paysages, bien sûr, ses difficultés, mais surtout ce souvenir qu'elle vous laisse cette course une fois qu'elle a été réalisée, dans de bonnes conditions, bien sûr. On a eu le sentiment, lorsqu'on a participé à une telle épreuve, d'avoir vécu un moment atypique, dans la difficulté, dans le cadre, et surtout dans, je dirais, la nature des relations, des échanges que vous avez avec les athlètes pendant la course. Mais disons que c'est un Ironman déjà par lui-même, c'est le cas, on vit une vraie aventure. On apprend beaucoup sur soi, beaucoup de choses se passent durant cette journée-là, et quand les conditions et quand le décor est celui de Lanzarote, c'est encore plus puissant. Alors quand le parcours devient un petit peu plus aisé, ne pas hésiter à en profiter. Attention, parce qu'on a été très sollicité pendant les 90 premiers kilomètres, que là la route va tout d'un coup prendre, je dirais, une forme favorable, on va se mettre à descendre, mais ça va descendre de manière presque excessive, on est un peu rincé, on est peut-être un petit peu moins lucide, et c'est là que les accros peuvent arriver, donc la difficulté, elle existe aussi, même si la route descend. Grande, longue descente, rapide encore une fois, direction de Arrieta pour rejoindre la côte est de Lanzarote, du côté de Puerto del Carmen, où le départ a été donné quelques heures auparavant. Et toujours ces paysages complètement incroyables, cet aspect lunaire presque parfois. Et Tine Horst, toujours en train de cravacher, la Danoise, je dirais, qui a l'habitude de ses consoeurs.
est très présente, très investie dans ses courses. On se souvient notamment de Pedersen, de Christensen, de Vesterby qui sont elles aussi danoises. Il y a une école de compétition au Danemark qui vraiment nous fournit des athlètes avec un profil quasi identique. Oui, elles se ressemblent toutes, elles s'entraînent ensemble régulièrement. Il y a un bon esprit dans cette nation, avec des filles qui se côtoient, qui apprennent à courir ensemble, qui apprennent à s'entraîner, et tout ça crée une émulation. Il fait que vous avez une nation comme celle-ci qui arrive à sortir 3-4 féminines et qui sur chaque course est quasiment présente. Un peu plus de 80 km/h, c'est la vitesse pour l'instant atteinte par cette jeune femme qui est toujours en tête de la compétition féminine, Lucy Charles, qui comptait 7 minutes d'avance au départ, notamment sur Diana Ressler, dossard numéro 10, la tenante du titre. L'écart a tendance à se réduire énormément. Peut-être effectivement une question d'expérience. Ressler n'est plus qu'à aller à un peu moins de 4 minutes maintenant de la Britannique devant. Tine Holst fait son retour également, une évolution chez ces dames que l'on retrouve également chez les messieurs, parce que McNamee puis Ackerman ont pris le pouvoir, et puis derrière les Frodeno, les Rania se sont entraînés, les Jessie Thomas aussi, si bien que là on va passer à hauteur du Monumento Compesio, les athlètes n'ont plus que des écarts de l'ordre de 2 à 3 minutes entre eux. Ça se regroupe un peu, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les hommes forts maintenant vont se révéler. La course décante. Et ceux qui étaient un peu justes sur le passage de la mi-course vont avoir quelques difficultés. Discussion entre Frodeno et McNamee. Pour l'instant, c'est Johan Ackerman, le premier de ces messieurs à atteindre la deuxième aire de transition, enfin l'aire de transition numéro 2 on va dire. 4h59 minutes et 17 secondes de course, de vélo plutôt. Ce ne sont pas des chronos qu'on a l'habitude de voir sur distance Ironman. Non, c'est sûr, mais à Lanzarote, ça reste un chrono assez impressionnant. On voit également qu'il a perdu beaucoup de sels minéraux. Il est tout blanc, sa tenue est toute noire. C'est peut-être un détail, mais j'espère pour lui qu'il a bien fait attention à son hydratation. Sinon, le marathon risque d'être bien compliqué. 2 heures. C'est 2 minutes plutôt, c'est l'écart qui sépare Ackerman de Frodeno et de McNamee, là, qui a effectué une petite pirouette avant de descendre de son vélo, preuve qu'il doit être un peu rincé quand même. Il y a un peu de fatigue, oui. Derrière, on cavale, direction le sac pour se chausser. On a à l'instant suivi Ackerman qui partait pour le marathon, tandis que Frodeno, lui, atteignait l'aire de transition. Timo Brasch, Jessie Thomas et Ivan Rania, ils sont là tous les trois presque dans le même temps. 4 minutes de retard sur la tête de course, c'est rien quand on connaît les capacités d'un Frodeno, quand on connaît les capacités d'un Thomas, peut-être même d'un Rania en course à pied. Disons qu'Ivan a eu un petit souci, il a chuté en vélo. Mais sinon, en effet, à ce stade de la course, on se dit que Frodeno et Rania, ça peut faire des dégâts à pied. Même si Frodeno semble vraiment pas au mieux, même à ce départ de la course à pied. Mais c'est incroyable. Après sa visière, ces petits mouvements là pour essayer d'assouplir sa cheville gauche. Alors c'est peut-être effectivement une cheville qui a été blessée au cours de l'hiver, mais c'est pour vous dire à quel point Frodeno est sur la course avec quand même quelques réglages à effectuer encore. Ah, c'est pas le Frodeno d'Hawaï l'an dernier, ça c'est certain, mais c'est pas étonnant. Maintenant, c'est un peu surprenant ce problème de cheville et de quand même partir sur un marathon avec un petit souci physique, c'est un peu inquiétant quand même. Oui, parce qu'il faut rappeler que c'est un marathon. Alors, le dessin de la course est assez simple, un aller-retour long de 21 km et ensuite 2 allers-retours de 10 km et un peu plus pour couvrir la distance totale. Ça, le long en l'occurrence de l'océan Atlantique avec le vent d'un côté et de l'autre et surtout la chaleur qui vous écrase complètement et vous donne le sentiment d'être planté dans l'asphalte. Ça, c'est la première de ces dames, Lucy Charles, qui en termine avec le parcours cycliste. 5h48-36 pour 5h48-36 pour la jeune Britannique. Et si elle se retournait à ce moment précis de la course, elle verrait que juste derrière elle a Tine Holst qui en termine elle aussi. Donc ça veut dire que Tine Holst a repris 14 minutes, la voici Tine Holst, 14 minutes sur le parcours cycliste. C'est incroyable, 14 minutes c'est incroyable. Attention, peut-être qu'elle a commis une erreur, l'athlète danoise, à la différence de Lucy Charles, qui est très couverte. L'athlète danoise, elle a pris
le maillot gladiateur. Elle commence à avoir des traces sur le dos. Et à Lanzarote, quand ça cogne et que vous restez au soleil pendant près de 10 heures, ça vous reste quelques temps. Elle va avoir les marques pendant un bon moment en effet. Il a trouvé une foulée là qui lui donne le sentiment d'être à l'aise. Il vient de dépasser Ackermann qui lui, comme vous le disiez tout à l'heure, a sans doute un tout petit peu forcé et pas bien alimenté pendant le parcours cycliste. Il est en train d'en payer les pots cassés à tel point qu'il va abandonner. C'est donc Frodeno à hauteur du kilomètre 5 qui prend la tête de la course. Là on arrive au bout des 10 premiers kilomètres à hauteur de l'aéroport de Lanzarote. Vous avez le vent, vous avez les odeurs de kérosène, les odeurs de pneus parce que les avions continuent à se poser et à décoller pendant la course. Vous avez là la partie qui n'est pas forcément la plus agréable, mais pour autant il faut rester concentré. Et David McNamee, lui, même s'il est concentré, il doit voir passer Bracht et Jesse Thomas qui depuis le début de la course ou presque courent ensemble. Jesse Thomas pourra dire merci à Timo Mark pour déjà toute cette première partie de course. Il l'amène comme dans un fauteuil, on pourrait dire. Mais vraiment, c'est vrai que Timo est vraiment l'homme à suivre dans cette situation-là. Donc c'est très intelligent. Il a gagné ici, c'était en 2010. Et c'est lui qui détient le record de l'épreuve, l'Allemand, 8 heures, 30 minutes et 34 secondes. Il y a eu aussi évolution en tête de course côté féminin, puisque Tine Holst a pris, en l'occurrence, le meilleur sur Lucy Charles. Deuxième place actuellement pour la Britannique. Mais regardez, juste derrière elle, petite foulée, couverte elle aussi, Diana Reister, tenante du titre, qui revient progressivement sur la Britannique. Donc là, on n'a pas terminé la première boucle. Déjà, il y a énormément de choses qui se produisent. C'est vraiment une très belle course avec une belle densité d'athlètes. C'est pas toujours le cas d'avoir une bataille aussi serrée, mais là, c'est vraiment agréable et elles sont impressionnantes. Elle s'accroche, la jeune athlète britannique avec la visière multicolore là sur le front, 3e position. Et regardez qui arrive, elle a fini les 21 premiers kilomètres du parcours pédestre, la Belge Alexandra Tonder, que nous avons suivi sur Aix-en-Provence, sur Cannes, qui a pris une 3e place, Alexandra Tonder, sur l'Ironman de Majorque l'année dernière et qu'il aimerait bien monter sur le podium ici à Lanzarote. Un peu de difficulté pour l'Allemand, dépassé par Ania. Et devant, toujours Frodeno en tête, même si là, il n'y a plus qu'une quinzaine de mètres qui séparent l'Allemand de Jesse Thomas. Et ça va tellement vite que Jesse Thomas va tout simplement dépasser l'Allemand pour prendre les commandes de la course à son tour. C'est vraiment très surprenant. C'est la sensation du début de saison sur le circuit. Jesse Thomas qui reprend Frodeno, c'est une image rare et il n'y en a pas beaucoup qui ont eu ce privilège-là. C'était à hauteur du kilomètre 25. Ils vont courir ensemble, aller une poignée d'hectomètres et puis Jesse Thomas a une foulée visiblement plus fluide, plus souple que l'Allemand et sans forcer va tout simplement prendre le meilleur sur sans doute son adversaire principal parce qu'il ne s'attendait pas en s'inscrivant ici pour disputer l'épreuve que Frodeno modifierait son planning de course et lui aussi viendrait éventuellement chercher le Graal ici sur cette île espagnole. Et regardez, Jesse Thomas, il vole littéralement pour aller jusqu'à cette ligne d'arrivée et cette victoire, il va franchir la ligne en 8h42 minutes et 34 secondes. C'est une très belle victoire, vraiment impressionnante. Il ne faut pas déjà en tirer des conclusions pour l'avenir, mais vraiment cette victoire-là est impressionnante. En tout cas, vainqueur de l'Ironman du Pays de Galles en 2015, vainqueur sur cette étape des Canaries en 2016. Commence à avoir une carte de visite qui ressemble à quelque chose. Deuxième position pour Jan Frodeno qui a conservé cette place, 8h44-38. 2 minutes et 5 secondes de retard. Troisième place pour l'Écossais David McNamee, 8h46-36. Il est content que ça se termine aussi. Il aime la douleur, mais il est content que ça se termine. Quatrième place pour Chris Bird, un Américain qui a un petit peu surpris tout le monde. Hop là, on a l'impression que ça tangue un peu. Pour Ania et ses X printemps, ça fait effectivement, ça couine un peu aussi. Il prend la 5e place, l'Espagnol. Et Jesse Thomas qui dit tout simplement qu'il a le sentiment d'être actuellement sur la Lune, de voler, de marcher dans l'espace. Il est déconnecté de la réalité, il s'attendait sans doute pas à une telle performance ici. C'est vraiment impressionnant. Il a fait le boulot, Jesse Thomas. Il s'est préparé pour disputer cette épreuve. Il a fait effectivement le nécessaire pour arriver dans de bonnes conditions. Et il a réussi justement à tirer le meilleur de cette préparation optimale. Chapeau. Oui, chapeau. Ouais.
Elle est arrivée elle aussi à ses fins, c'est sa première victoire sur la distance reine en tant que professionnelle. Tine Holst qui franchit la ligne en 10 heures 2 minutes et 35 secondes. Ça vous donne aussi une idée de la difficulté de ce parcours. Don't Stop Believing, c'est son credo. Tine Holst, un mental à toute épreuve, et elle nous l'a prouvé ici sur ce parcours espagnol. Elle en profite, elle a bien raison. Et du coup, elle franchit la ligne d'arrivée une deuxième fois, ce qui est plutôt sympa. Et on n'a pas l'impression qu'elle a envie d'en partir. Très surprise, elle peut l'être aussi. Elle qui n'est pro que depuis 2012. Natation difficile, on le rappelle, 14 minutes de retard sur la première. Et elle est revenue progressivement pour s'emparer justement de cette victoire. Et deuxième place pour Alexandra Tondeur. Une place de mieux qu'à Majorque l'an passé. Alexandra Tondeur qui progresse. Qui est maintenant entraînée par Luc Van Lierde depuis quelques semaines. Luc Van Lierde, donc 2 fois vainqueur à Hawaï, et qui a fait sa petite équipe, et Alexandra Tondeur vient de le rejoindre. Troisième place pour Lucie Charles, 22 ans, on insiste sur son jeune âge, mais troisième à Lanzarote à 22 printemps. Qu'est-ce qu'elle est capable de faire dès l'année prochaine? Félicité par Chrissy Wellington, 4 victoires à Hawaï. Tine Holst, qu'est-ce qu'elle nous dit Tine Holst, à votre avis? Qu'elle est contente? Elle a raison, non? Elle a bien raison. Alors, elle insiste parce qu'elle est effectivement altruiste. Elle dit que même si elle est plus âgée que la plupart des concurrentes, de ses concurrentes, elle a démarré certes le triathlon, mais c'est peut-être un exemple pour tous les engagés ou du moins les groupes d'âge qui démarrent sur triathlon longue distance avec un âge avancé et qui peut-être craignent justement de ne plus avoir les ressources. Non, au contraire, elle vous dit, moi j'ai commencé tard, à 30 balais, j'en ai 36, j'ai gagné, vous pouvez suivre mon exemple, il n'y a pas de problème si vous entraînez. Oui, je pense qu'elle a raison, hein. Elle a vraiment raison de penser ça. Elle est jeune dans le sport en réalité. Elle doit avoir un petit passif dans une autre discipline, à n'en pas douter. Mais elle est quand même assez jeune dans ce sport-là, donc elle est en pleine progression, en pleine possession de ses moyens, et elle peut donner le meilleur d'elle-même. Les écarts, les temps des 5 premiers messieurs, des 5 premières dames. Caroline Livesey, la Britannique, elle aussi pro depuis l'année dernière, qui finalement intègre le top 5. Et ces sourires qui vont se multiplier, qui vont s'additionner après le franchissement de la ligne d'arrivée. Certains vont arriver 2 jours avec le soleil, avec effectivement les amis et les proches. D'autres vont arriver un tout petit peu plus tard. Mais l'avantage d'arriver un peu plus tard, c'est qu'il fait moins chaud. Il fait moins chaud et on profite un peu plus de l'épreuve. Maintenant, ils auront tous en point commun d'avoir la même joie que le premier sur les derniers hectomètres. C'est un moment privilégié de fouler ces derniers mètres avant l'arrivée et de vivre ce moment-là. Stuart Mills plutôt, lui aussi en termine à son tour. Il avait participé à la première édition, alors il nous dit que la course à pied c'est un enfer. Le bike c'est sympa, la natation c'était facile, mais alors la course à pied, là je me suis senti âgé. C'est pas le seul. Et ça dure, et ça dure. L'intérêt, c'est qu'effectivement, il y a une culture du sport ici, car en plus de l'Ironman, il y a énormément d'épreuves qui sont préparées, qui sont proposées sur l'île de Lanzarote. Donc, la population, les touristes sont là, je dirais presque du matin au soir pour cette épreuve et vous accompagnent jusqu'au bout. Ce qui vous permet de franchir la ligne d'arrivée avec cette espèce de visage un peu épanoui, presque avec la fatigue qui s'est évanouie. C'est une des marques, effectivement, de cette épreuve de Lanzarote. Content aussi Frank Leon de sa performance, mais il assure son épouse qu'il ne s'inscrira pas l'an prochain, donc ça se passera sans doute un tout petit peu mieux cette année en famille. Belle édition, des beaux vainqueurs Guy. Ah oui, très belle édition, un vainqueur surprise quand même, hein. Il pouvait être dans les favoris, mais peut-être pas de cette manière-là. Vraiment, c'est une belle épreuve et de voir un jeune athlète comme ça américain, c'est peut-être la nouvelle génération américaine qui arrive, de voir cet américain si fort et venir sur une course en Europe pour se confronter aux meilleurs, c'est vraiment très beau. Prochain rendez-vous Nice la semaine prochaine. Salut à tous.